pour certaines séries comme Arrow, comme Grimm, comme Walking Dead. Est-ce que, par rapport à ton métier de doubleur, quel est ton rôle vraiment? C'est toi qui choisis les voix, Alors, bon, le directeur artistique, c'est celui à qui on va donner un bébé qui est en VO, et puis il faut qu'il rende le bébé en VF quelques temps plus tard. Donc c'est toute l'organisation. Donc ça commence par visionner la chose, pour savoir quoi on a à faire. Les auteurs, a priori, c'est pas moi qui les choisis, mais je peux donner mon avis sur les auteurs dialoguistes. C'est écouté ou ça n'est pas écouté, mais en tout cas je peux donner mon avis. Pareil sur l'ingénieur du son. Et puis en effet, mettre sur pied une distribution. Donc moi j'essaie de faire en sorte, je ne sais pas si j'ai réussi, en tout cas j'essaie de trouver des personnalités et des voix qui sont contrastées. J'aime pas les doublages, je sais, tout le monde parle pareil, qu'on soit milliardaire américain ou qu'on soit garagiste, on attend que tout parle pareil. Moi j'essaie vraiment d'essayer de trouver le parler social de chacun en fonction de son éducation, en fonction de son appartenance sociale. Je dis pas que j'y arrive, en tout cas j'essaie de le faire. Et puis en effet, si j'ai deux garçons, par exemple dans Arrow, les deux garçons, Oliver et Tommy dans la première saison, qui sont du même milieu social, qui ont à peu près le même genre d'humour, le même côté un peu Wonder Boy, comme ça, Golden Boy plutôt. J'ai essayé de trouver des voix différentes, ce qui n'était pas forcément évident par rapport aux comédiens, parce que les voix anglaises sont assez proches. Mais par exemple, je regardais là récemment un épisode d'une série qui s'appelle Rizzonia Lives, qui est diffusée les soirs où Castle est diffusé. Enfin, c'est dans la foulée de Castle, quand Castle n'est pas diffusé, c'est le lundi soir. Ouais. Et les deux comédiennes qu'ils ont choisies, je trouve, c'est deux comédiennes que j'adore, hein, Juliette de Gênes et Arlette de Vienne, ces deux comédiennes que j'aime beaucoup, mais je les aurais jamais mises côte à côte. Elles ont à peu près le même parler, à peu près la même voix, à peu près le côté un ton un peu aristocratique dans la voix. Pour moi, si sur un doublage que moi je dirigerais, si je ne peux pas avoir une parce qu'elle n'est pas libre, je prends l'autre. C'est une espèce de clone vocal. C'est très voilà. Alors après, je parlais de la distribution, donc je fais des propositions de voix sur les principaux rôles. Si la chaîne, le client veut des essais, on fait des essais, donc je mets 3-4 comédiens sur un rôle, et puis il y en a qui choisit. Des fois, les chaînes vous imposent des comédiens, des choix avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Voilà, parce qu'il y a eu des sociétés, il y a eu des acteurs de plateau qui, par le passé, ont fait un peu n'importe quoi. Et tout à coup, on se retrouve à devoir, sous prétexte que telle comédienne a fait le rôle de Woman 4 il y a 10 ans dans un téléfilm, dans un obscur téléfilm. On se retrouve avec une comédienne qui n'a pas fait de doublage depuis, qui ne sait même plus qu'elle a fait ça 10 ans auparavant, parce que sa comédienne vient faire le rôle principal d'un téléfilm, donc on vous impose la comédienne en question, mais qui n'a plus qu'une familiarité avec le doublage depuis 10 ans. Donc il y a des aberrations comme ça qui sont un peu difficiles à vivre. Après, on peut discuter avec les chaînes, il y a des aménagements à trouver. Ok, je te donne ça, mais par contre tu me laisses ça, c'est des discussions de marchand de tapis. Et puis après, une fois qu'on a la distribution, ça revient à prendre les disponibilités de chacun et puis faire un plan de travail de manière à ce que pour des raisons économiques, chacun reste en plateau le moins longtemps possible, vienne uniquement faire son rôle, en essayant que les gens au maximum quand même jouent ensemble, et puis quand c'est pas possible qu'ils jouent ensemble, on fait ce qu'on appelle des trappes. Avec Anne, sur Castle, on enregistre tout le temps ensemble. En revanche, je n'ai jamais, depuis 6 ans, je n'ai jamais enregistré quelqu'un qui fait ma mère, par exemple. Ça m'a quand même déjà laissé ensemble. Elle a un caractère un peu difficile, je pense que les directrices de plateau de Castle doivent juger qu'on ne s'entendrait pas bien. Voilà. Mais cela dit, la compétition, je crois que pour quelqu'un qui écoute la série, il faut vraiment le savoir, mais on n'a jamais enregistré ensemble. Avec Alexis, ma fille, c'est un coup l'un, un coup l'autre, un coup on est ensemble, un coup on n'est pas, ça dépend. Ça dépend des scènes qu'on a ensemble, ça dépend des disponibilités de la ville qui fait le rôle. Et puis après, c'est l'enregistrement. Il n'y a pas vraiment de suivi
Après l'enregistrement, c'est ce qu'on appelle des séances de retake, c'est-à-dire que la chaîne envoie des corrections à faire parce qu'il décide du changement de ce mot-là, ou il décide de réenregistrer tel mot qu'on ne comprend pas, ou il décide que tel personnage qu'on a fait tutoyer, ben il faut le vouvoyer, etc., Donc il y a des séances de retake qui sont plus ou moins importantes selon la qualité de préparation qui est en amont aussi. En principe, si la préparation a été bien faite en amont, il y a relativement peu de retake. Mais ça, par contre, le directeur de plateau n'y est pas forcément présent. Il peut y être s'il veut, mais il n'est pas forcément présent. Ça se fait dans les studios, c'est juste un mot à changer ou un petit bout de phrase à changer, donc il n'est pas forcément présent. Voilà. Par contre, j'ai dirigé 4 ou 5 films de sortie salle de 30-35 mm, et là, pour le coup, j'ai demandé à assister au mixage, mais plus parce que ça m'intéressait moi, parce que j'estime que jusqu'à ma mort, je serai en formation continue, c'est plus pour mon éducation personnelle, pour voir comment ça marche, que vraiment que ce soit utile que je sois là. Est-ce que vous avez des questions par rapport au métier de doubleur? Est-ce qu'on les donne ou on fait les interviews? Les traductions, ça se fait en 2 fois. Il y a d'abord une détection qui est faite sur cette bande rythmo dont Anne parlait tout à l'heure. Il y a des sigles étranges au début qui sont écrits en fonction des ouvertures de bouche. Tout ce qui est respiration est écrit par des H. Alors c'est un H très court, c'est un H avec une longue queue derrière, ça c'est une grande inspiration ou une grande expiration. C'est MH si c'est bouche fermée, c'est H tout court si c'est bouche ouverte. Donc c'est ce qu'on appelle la détection, c'est tous les mouvements de bouche qu'il va y avoir sur tel personnage. Ce qui est détecté, c'est ce qu'on appelle les consonnes labiales, les consonnes où les lèvres se réunissent, qui sont donc les plus visibles à l'image, les P, les M, les B, voilà. Après, il y a les consonnes dentales qui sont moyennement visibles, les D, les T, ce genre de choses. Et puis après, il y a tout ce qui est voyelle, qui là, c'est de la soupe, quoi. Ça se voit quasiment pas, donc on essaie de négocier. Donc il y a une détection qui est faite. Et l'auteur, ensuite, l'auteur d'Elvis, écrit par-dessus, gomme cette détection et écrit par-dessus la détection. Alors au début, c'était écrit à la main, maintenant, c'est des logiciels qui s'appellent Iritmo, Pyramix ou Synchronos, voilà, différents logiciels qui ont tous leurs qualités, qui ont tous leurs défauts. Au départ, pour écrire sur une bande rythmo, il y avait, je crois, me semble-t-il, 5 métiers. Maintenant, c'est réduit à 2. Et à mon avis, le détecteur va disparaître un jour ou l'autre aussi, au profit de la machine. C'est encore l'un des domaines où, en effet, il y a eu quelques sacrifices qui ont été faits ces dernières années pour des raisons économiques. Oui, c'est ce que je me demandais. C'est toujours une question de budget, quoi. Oui, toujours. Et là, j'ai un petit peu sacrifié au profit. C'est quand même dommage. En termes de temps. On a encore de la chance Ce que qu'il y j'allais ait dire des tout à doublage l'heure. en France, il y a des doublages qui se fait beaucoup moins cher en Belgique, en Afrique du Nord. 4 épisodes de la semaine, ça Même en paraît France, faux. Et même en France, hélas, mais bon. Ah oui. Par exemple, Anne va diriger un téléfilm prochainement, et il y a deux mômes dans le téléfilm, mais les 2 mômes vont être faits en Belgique parce que pour des raisons économiques d'une part et de législation française qui oblige à faire des déclarations d'AS pour les enfants longtemps à l'avance. Le téléfilm, c'est un téléfilm de Noël, là on peut pas tricher sur les dates. Mais vous avez d'habitude, on peut tricher sur les dates, mais là on ne peut pas, vu qu'il sera diffusé le jour de Noël, c'est impossible de tricher, donc les 2 enfants sont en Belgique. En croisant les doigts pour que ce ne soit pas les mêmes que ceux disparaissent dans les autres. Sur la dernière saison d'Espérance, les enfants étaient en Belgique. C'est une catastrophe. Est-ce que vous avez des questions sur le métier de doubleur ou sur la question de doublage? Un peu j'aimerais. On va revenir bien sûr à Castle. C'est vrai qu'il y a certaines scènes où en fait il y a plusieurs émotions qui vont se mélanger. On va peut-être démarrer la scène souvent sur un ton un peu léger et on va passer assez rapidement sur un ton beaucoup plus dramatique, notamment quand Johanna Beckett est une fois de plus évoquée, ça fait essentiellement passer de Kay parce que c'est plutôt sombre moi je pense. Ce qui est du côté de Castle pour l'instant on va faire pas grand chose. Et c'est vrai que vous en tant que comédien, au niveau sur le plan du ton que vous devez employer, est-ce que vous arrivez à passer de l'un à l'autre facilement ou est-ce que vous devez vous y reprendre à plusieurs fois? Est-ce que En fait, c'est une question de concentration. ouais. C'est pour ça qu'il faut être comédien pour faire ce métier, parce qu'il y en a qui ont un film de doublage. Ça s'improvise pas. Voilà, c'est pas possible. On
nous appelle les athlètes affectifs. Enfin, normalement, c'est un peu le socle de notre formation. On doit être capable, effectivement, de passer d'une couleur à une autre, d'une émotion à une autre assez rapidement, mais tout simplement, pas d'un point de vue psychologique, d'un point de vue physique et quasiment neurologique, comme un athlète qui s'entraîne pour le marathon ou pour faire je ne sais pas combien de kilomètres à la nage. C'est pareil, effectivement, la base de notre formation, c'est ça. C'est ce que faisait Laurence Olivier, la fameuse anecdote très connue que vous connaissez peut-être entre Dustin Hoffman et Laurence Olivier au moment de Marathon Man. Et il devait tourner une scène où tous les deux étaient essoufflés. Donc, sans savoir couru quatre tours de Central Park. Donc Dustin Hoffman, dans sa formation Actor Studio, il fait 4 fois le tour de Central Park. Pour... il y a 300 mètres. Allez, moteur, allez. Je suis chaud là. Et puis Laurence Olivier, il reste sur son banc, etc. Et au moment où action, Laurence Olivier, Dustin Hoffman, vous avez fait comment? Écoutez, tout simplement, c'est des écoles, voilà, on est censé normalement, effectivement, avoir cette souplesse-là, cette souplesse émotionnelle qui, tout simplement, l'entraînement de base, ça n'a rien à voir avec des prises de tête ni quoi que ce soit. Je me disais, vous réfléchissez sur la concentration personnelle que vous insérez dans votre esprit pour vous donner d'autant plus d'ampleur. Après, il y a des choses qui nous atteignent émotionnellement. Oui, bien sûr. Alors, dans Castle, on a des petits moments d'émotion dans Castle, mais par exemple dans Six Feet Under, dont je parlais tout à l'heure, c'était évident qu'une série comme Six Feet Under, qui ne parle que de la mort, de la disparition des proches, etc., c'est évident que ça fait appel à des choses profondes. Je sais que mon père est mort à un moment où j'enterre mon père un jour, un mardi, je me souviens, crémation, etc. Et le lendemain, je rentre à Paris, j'étais à Angers, je rentre à Paris le mardi soir, on enregistrait Six Feet Under, le dernier, 5e saison. Oui, 5e et dernière saison. Et tout à coup, on démarre la journée à 9h30 par une discussion entre les deux frères et Federico, leur petit assistant, qui prend de plus en plus de poids dans la société. Et en 5 saisons, c'était la première fois qu'on parlait d'investir dans un fonds crématoire. Et donc, moi, j'avais incinéré mon père la veille. C'est évident que l'émotion dans ces cas-là, elle vient facilement, elle vient vite, peut-être d'en parler, voilà. Ouais, donc c'est sûr que les moments font appel. Moi j'ajouterais par rapport à ce qu'a dit Yann, j'ajouterais que moi je ne peux pas entrevoir mon métier, que ce soit quand je joue au théâtre, ou devant une caméra, ou au micro, sans bosser dans la rupture. Pour moi, dans la vie, on est ni tout blanc, ni tout noir. Je peux faire de l'humour comme il y a 30 secondes, c'est très cool là, parce que je parle de mon père, j'en fais plus du tout, donc on est comme ça dans la vie, donc il suffit de répercuter ça, voilà, I pretend. Il y a aussi des équivalences. Par exemple, effectivement, si on doit jouer le meurtre de quelqu'un, moi personnellement, je n'ai jamais tué personne encore. C'est vraiment du coup, on est obligé de trouver des équivalences, mais ça fait pareil par partie effectivement de l'entraînement de base du comédien. Il y a un monsieur qui s'appelle Stanislavski qui expliquait ça assez bien. Ben voilà, pour jouer un criminel, il faut trouver quelque chose, pour arriver à reproduire cette pulsion, il faut trouver quelque chose d'un peu similaire, évidemment pas la pulsion meurtrière, jusqu'à présent on n'est pas souvent pas beaucoup avec Pascal. Enfin quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Voilà. Quel est le ressort qui va donc travailler par équivalence. Il parlait des répétitions d'une pièce. Il y avait une comédienne qui n'avait jamais vu la mer, elle n'avait jamais été à la mer, et il a dit mais il faut que tu imagines la mer, je ne sais pas ce que c'est que la mer. Voilà. Essayez de trouver quelque chose qui ressemble. Donc en fait la comédienne avait vu des chamblés, donc elle a pensé au vent qui passait dans les chamblés. Voilà, c'est des équivalences comme ça qu'il faut trouver. Mais là encore, hein, c'est pareil, ça fait vraiment partie effectivement de l'entraînement du comédien. En plus, on donne, le public est aussi pas que nous, on donne le sentiment au public de voir, d'entendre en l'occurrence, des choses que peut-être on ne vit pas totalement. Je crois que c'est Molière dit, je crois que c'est dans la critique de l'école des femmes, je crois que ce n'est pas les mots exacts, mais il dit en gros, le comédien c'est quelqu'un qui fait semblant
d'être quelqu'un devant des gens qui font semblant de croire qu'il est ce quelqu'un. Voilà. Donc, c'est une vaste historique, quoi. On fait un métier de charlatan. Non, parce que c'est vrai qu'en certaines scènes, ça arrive des fois tout à coup, elle se met à sombrer tout à coup dans une émotion où elle, quasiment, elle tire des larmes au spectateur. Et c'est vrai que je me disais, vous en tant que doubleur, alors que vous êtes juste là à la barre, pas forcément en train de jouer, mais vous êtes là à la barre en train de regarder, comment vous arrivez à plonger comme ça? Alors là, c'est plus facile aussi pour nous, parce qu'on est dans les yeux de comédien à ce moment-là. Donc ça nous sert de curseur et la rupture est plus facile parce que justement, si l'acteur est bien dedans, l'original, c'est plus facile parce que c'est lui qui nous guide, qui nous entraîne dans son vertige. Donc on y va. Voilà, quand les comédiens sont formidables, quand les comédiens sont formidables, parce que quand ils sont mauvais, là c'est plus difficile. En plus, quand on les suit depuis longtemps, que ce soit pour Nathan Fillion, Stella Katic, Laurent Kessel, ou dans Six Thunder, Peter Krause et Rachel Griffiths, quand on les suit depuis longtemps, on finit par savoir, par deviner avant qu'ils le fassent, ce qu'ils vont faire, la façon dont ils vont respirer, la façon dont ils vont aborder telle émotion, le rythme d'une scène, le rythme est extrêmement important. On finit par le deviner avant eux, quasiment. Quand on fait la connaissance d'un comédien, mais c'est aussi, je rebondis un petit peu, c'est aussi un sacré challenge d'essayer de rendre bon un comédien américain qui ne serait pas. Moi, je me souviens d'avoir doublé dans Des jours et des vies, une sitcom. Le genre de choses en pensant au chèque, en gros. Et le mec que je doublais dedans, je suis persuadé que le mec était comédien, comme moi je suis dans ce surglas. Je suis sûr que c'était le coach, ça devait être le coach physique de l'équipe. Le mec, il était taillé pour sa com. J'en double quelques-uns des Burnés, alors celui-là, il était sévèrement. Et le mec, mais il était mauvais. Et il avait un œil de poisson frit au niveau animal. Et en plus, sa copine s'appelait Barbie, elle avait des nichons comme ça. Elle s'appelait Barbie, quoi. Lui s'appelait Glenn, et donc il s'appelait Ken, maintenant il s'appelait Glenn. Il était, mais incroyablement à chier. Et avec ma camarade Brigitte Aubry qui doublait Barbie, on se disait, allez, on y va avec tout le petit cœur, on va essayer de les rendre bons. Et je me souviens toujours des derniers mots que j'ai posés sur ce personnage, je me dis, ah oui, c'est à l'image de ça. Donc le mec venait dans la petite ville où ça se passe, des jours et des vies. Et il y a un enfant dans les jours des vies qui est élevé par un couple, et il vient là en disant, voilà, cet enfant, en fait c'est le mien, je l'avais adopté, en fait c'est moi le père, etc. Je viens avec Barbie pour récupérer mon enfant c'est le mien, je demande une analyse sanguine, c'est moi le père, etc. Et donc, il se passait 40 épisodes, en gros pour marquer 5 minutes d'action, c'est le principe un peu des sitcoms, voilà. Et à la fin, ils partaient en voiture, il y avait un plan sur eux deux profils dans la voiture avec le décor qui défilait derrière, le décor qui défilait. Et je me souviens d'avoir cette crâne à lire, mais c'était exactement ce qu'il disait en anglais. Et j'ai dit exactement en français ce qu'il disait en anglais. Tu te rends compte, Darby, tout le monde dans cette ville m'a menti. Et pire, personne ne m'a dit la vérité. Là, il faut rigoler. C'était pas tant le pléonasme du bon que le et pire. Voilà, alors on termine la scène dans un beau sourire et puis. Voilà. Alors, pour terminer par rapport au doublage de manière générale, une double question pour chacun d'entre vous. Quel est l'acteur ou l'actrice que vous auriez aimé être là-haut? Donc, par conséquent, vous ne l'êtes pas. Et quelle série auriez-vous aimé participer? Moi non, mais attends, parce que moi j'ai déjà. Non, il y a une série qui me vient parce que quelque part dans Castle. Il y a un rapport à Castle, c'est un cas nouveau. J'étais pas du tout en âge de doubler l'un des deux, mais c'est vrai que je veux dire, il y avait à cette époque, ce qui n'est plus forcément permis aujourd'hui, mais qui nous est quand même un petit peu permis dans Castle, il y avait une liberté de doublage, ils ont dû se dire. Alors, est-ce qu'ils ont vu, les deux comédiens qui doublaient Tony Curtis et Roger Moore, est-ce qu'ils ont vu
le fait que ça allait devenir une série culte ou pas. Est-ce qu'ils ont sous-estimé la série en disant allez, c'est de la merde, on va se lâcher, on va déconner, mais je trouve que c'est l'un des plus beaux doublages qui a été fait. Je trouve que Michel Roux sur Tony Curtis, et puis je ne sais plus comment s'appelle le comédien qui est Roger Moore, mais bon, moi j'étais pas forcément. J'aurais aujourd'hui le bon âge pour jouer l'un des deux, j'aurais pas forcément fait Tony Curtis, mais j'aurais adoré faire Roger Moore. Le côté c'est pas le texte. Catherine Hepburn. Ah oui, Catherine Hepburn qui aimerait bien les dessins. Ah ouais, j'aurais adoré la vidéo. Parce que Kate Beckinsale a élevé son deuxième nom, ou quelque chose comme ça, je crois, à un moment donné. Catherine Horton avec elle, j'ai l'impression que ça venait justement de Catherine Hepburn, je crois, c'est possible. Voilà, je ne sais pas, c'est inspiré de ça, je crois. Non, et autre chose, en vrai, on en parlait, j'aurais adoré faire Kirk dans Star Trek. On n'est pas l'âge, mais il y a des répliques cultes. On en parlait tout à l'heure, il y avait une époque, moi j'étais étudiant à l'époque, il y avait une époque, il y avait la 5e qui avait été initiée par Berlusconi en France. Oui. Qui passait des épisodes de Star Trek, comme des séries comme K2000, etc. Il passait un même épisode de Star Trek 3 ou 4 fois dans la journée. Le même. Ça. Je regardais ça. Et moi, il m'arrivait, c'est une période où je ne faisais pas grand-chose, et j'étais assez légu, le garçon à l'époque. Il m'arrivait de voir 2 ou 3 fois l'épisode, donc je notais des répliques cultes. Monsieur Spock, le capitaine, nous avons 15 secondes pour sauver l'hiver. Bien, capitaine, puissance facteur 7. C'est énorme. Moi, je voulais faire ce J'aurais adoré. Mais moi, je suis fan de ce morceau. Et puis, j'aurais même Barbara Bach aussi dans Constitution 1999. Oui. Et puis, j'aurais voulu faire la fille dans J'avais la Catholique. Je suis pas trop western, mais c'est vrai. Et puis ma sorcière bien aimée, mais on touche pas à Martine Sarcey. Mais c'est vrai que ça, c'est un bon rôle aussi, hein, ça, ma sorcière bien aimée. C'était des belles petites séries. Et Carrie dans la maison de la mairie. Bon, alors après, est-ce que vous avez un regret sur une voix, quelqu'un que vous avez dit, où vous dites, allez, j'aurais jamais dû faire, ou trop mauvais, Des jouets Si, moi, il y a un comédien que je double beaucoup. Ça restera entre nous, que je n'ai aucun plaisir à faire. C'est un comédien qui s'appelle Douglas Scott, que j'ai fait rater Super Housewives dans la 3e saison. C'est lui qui fait le fiancé de Suzanne, Yann, dans la 3e saison. Je le double depuis très longtemps et je trouve ce comédien épouvantable. C'est pas qu'il est mauvais, c'est que il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Il ne sait pas rire. Dès qu'il rit, ça sonne faux, c'est incroyable. Je viens de le faire là, avant l'été, dans une série qui s'appelle Elmon Grove, qui passe sur Netflix à l'heure actuelle. La série est bien, mais j'ai aucun plaisir à faire ce mec-là. Et je me souviens d'une fois, pourtant je suis un gentil garçon, hein, mais là, j'avais pas envie, je me râle, mais il y a quelques années, j'avais doublé un film. Alors c'était un film qui sortait des studios Besson. Je déteste le cinéma de Besson, parce que moi, je trouve ça vide, je trouve ça creux, ça n'a aucun intérêt. C'est un film qui s'appelle The Hitman, d'après une. C'était le deuxième rôle, il faisait le film de service. Et il y avait une ambiance de plateau qui était épouvantable. Et je me suis vu à un moment, j'étais en pleine boucle, en plein enregistrement d'une scène, et je me suis arrêté, et je suis allé voir la direction de l'auto à son bureau, je lui ai dit, j'arrête. J'arrête. Sincèrement, ça fait 2 jours qu'on bosse, j'ai aucun plaisir. Il y a d'autres mecs qui font ce type-là, j'ai aucun plaisir à faire ce mec. Je m'ennuie, c'est ultra violent, ça me sort par les yeux, je suis fixé à la rythmo, je n'arrive pas à regarder l'image tellement c'est violent et tellement c'est inutilement violent. Je veux dire, je peux voir Orange Mécanique, je peux voir des choses extrêmement violentes si la violence est justifiée, mais là c'était de la violence gratuite, absolument épouvantable. Et j'ai dit j'arrête. Elle me dit bah non, tu peux pas arrêter parce que c'est le client, il faut que ce soit toi, etc. Tu peux pas arrêter, je comprends que tu n'aies pas beaucoup de plaisir. Voilà, donc ce mec, je le donne à qui veut, quand il veut. Moi, c'est pas de la faute des comédiens que je dis, moi, des fois, je me trouve très nul. Il y a des jours avec et des jours sans. Et quand je l'écoute, je dis ah, mais c'est terrible, voilà, mais. On va passer sur une partie plus spécifiquement Castle.
effectivement, c'est le but. Donc, ma première question, c'était est-ce que vous êtes fan de Castle? Je crois qu'on a compris que vous étiez particulièrement attaché aux deux personnages. Voilà. Oui, ce qui était d'ailleurs pas forcément évident au départ, parce qu'au départ, on pensait avoir affaire à une série policière comme Manhattan, comme Mentaliste, Esprit criminel, j'en passe. Et puis très vite, il y a eu un attachement, enfin moi c'est mon attachement, par rapport d'une part à l'opposition entre les deux personnages principaux, c'est-à-dire l'essentiel n'est pas dans les enquêtes policières qui était au départ une espèce de jeu du chat et la souris entre les deux, rempli de sous-textes érotiques, d'allusions, etc., entre la rigide et le mec qui est brillant, qui en fait, qui est séducteur, je ne sais, etc. Donc on parlait de contraste, de rupture, et là je trouvais ça très vite, on a senti que c'était vachement intéressant. Et puis moi, par rapport aux qualités littéraires de la série, comme on parle d'un écrivain, je me dis que personnellement, j'ai un plaisir à ce que le mec parle bien. Et dès que je vois, bien, parce que je suis très sensible au bien parler et au bien écrire, j'essaye au maximum d'écrire sans aucune faute d'orthographe, comme mon papa m'a appris. Et je déteste le langage texto, voilà. J'y arrive pas, c'est pas que je déteste, c'est que j'y arrive pas, je dis ça à d'autres, moi j'y arrive pas. Je t'invite sur ce point-là. Mais j'adore le bien parler de Castle. Et c'est vrai que dès que je détecte une faute de grammaire, parce que dès que je détecte la moindre, pas vulgarité, mais le moindre côté un peu commun qu'on trouve dans d'autres séries américaines, j'essaie de le casser pour en faire quelque chose d'un peu littéraire. Par exemple, c'est rarissime que quand on est marqué est-ce que tu peux, je dis n'importe quoi, mais est-ce que tu vas bien, dit par Castle, non, c'est vas-tu bien. Voilà, je trouve qu'il y a un côté, il y a un côté plaisir de la langue qui fait vraiment la particularité de la série. C'est pour ça que j'en ai beaucoup voulu à TF1 au départ, parce qu'au départ ça devait être TF1 qui définit la série. Mais heureusement, Dieu merci. Ouais. Et au bout de 3 mois, il s'est passé ce truc que je racontais devant certains tout à l'heure, mais là-bas, c'est qu'au bout de 3-4 épisodes, il y a des commerciaux de TF1 qui ont vraiment un feeling d'enfer, qui ont dit, alors les 3-4 premiers épisodes de la série, on les a enregistrés pour TF1. Et on a eu des séances de retake à faire, mais c'était quasiment des épisodes entiers à refaire en correction. Pourquoi? Parce qu'il disait, ah oui, mais non, elle est trop rigide, et lui, là, il en fait un peu trop dans le panache, etc. Il faut qu'elle soit plus féminine, et que lui, il la ramène un peu moins. On a dit, mais attendez, c'est le thème même, c'est vraiment elle, les deux. Alors on a essayé de résister, mais bon, voilà, donc il y a des choses qui ont été gommées. À l'arrivée, je crois que ça se sent pas trop. On a quand même gardé nos couleurs. On est plus à l'aise maintenant avec France 2, mais on a quand même gardé nos couleurs. Et ah oui, et voilà ce que je voulais raconter, c'est que il y a donc des commerciaux de TF1 qui, à un moment, au bout de 3-4 épisodes enregistrés, ont vu qu'avec leur multidiffusion des experts, Miami, Las Vegas, New York, Maubeuge, etc. Ils avaient de la place dans leur créneau de diffusion, ils avaient de la place que pour 5 séries. Or, ils avaient 6 séries qui étaient en enregistrement. Et les commerciaux de TF1 se disent bon, alors on a de la place pour 5 séries, on en a 6, on va supprimer celle qui va moins bien marcher. Qu'est-ce qui va pas bien marcher du tout? Avec la Castle. Et maintenant, ils se mordent les bijoux de famille, parce qu'évidemment, ils voient à côté France 2 qui fait entre 6 et 7 millions de téléspectateurs tous les lundis soirs. Ils ont fait la même chose avec Star Trek. Ils ont fait la même chose avec Star Trek. Ça ne marchera jamais. C'est pas vrai. Oui. Ouais. Mais voilà. Et tout à coup, je ne sais plus quelle était la question. Ah d'accord. Vas-y, j'ai envie de réponse. Après, il m'a donné une savoir effectivement si vous anticipiez déjà au début de la première série, si vous anticipiez le succès que ça pouvait avoir, l'évolution que ça Tu peux pouvait parler avoir. là? Bien sûr. Oui. Je J'aurais dû prendre à TF1 comme commercial parce que je le savais. De toute façon, je prédis les scénarios dans les lancements. Je sais que j'ai lu, mais même avant le dernier livre, j'avais prédit les arrangements des scénaristes par rapport à Martine. Voilà, ils auraient dû me prendre dans leur coup à TF1 parce que je savais que ça allait être un succès. Au pilote, Parce que c'était sur le même schéma que Terre de Lune. On avait bien arrêté dans les années 80 et on retrouvait cet esprit-là. C'est évident, ça allait faire un tabac.
Puis on pilote dans le sens si une série va cartonner ou pas, quoi. Ben oui, On pilote. la chimie, elle est là. Je peux dire que la première scène d'interrogatoire du premier épisode, C'est grandiose. c'est une partie du ping-pong qui est formidable. Il arrive parfois qu'il y ait un pilote qui soit tourné avec certains personnages, etc., et puis qui décide de tout changer à partir du premier Ça marche. épisode. C'est vrai que des fois, on découvre un pilote alors qu'on l'aime bien ou qu'on l'aime pas, et puis que derrière, un personnage qui n'a pas suivi ou qui a disparu parce que l'actrice connaissait ne marchait pas. Il peut y avoir des pilotes qui sont plus ratés, ou ils sont pas encore trouvé. On parlait de Grimm tout à l'heure à la table. Grimm, moi je dirige la création française de Grimm, et c'est vrai que Grimm, le premier épisode, il était sur l'histoire du petit chaperon rouge, là, il était un peu fade. Le héros, Nick, il n'avait pas trouvé son épaisseur. Il était, voilà, ça a vraiment grimpé d'un cran. Dès qu'ils ont vu que ça marchait, que ça accrochait, ils ont vraiment grimpé en qualité. Et là, à partir du 13e, 14e épisode, c'est nickel. Et la deuxième saison est formidable. Mais là, sur Castle, c'est vrai que les archétypes étaient déjà bien mis en place. Le contraste entre la femme et l'homme, les personnages autour, les bouffons un peu explosito Ryan, la mère aussi un peu fantaisiste, la fille, tout ça. On voyait qu'en plus, qu'en dehors de l'intrigue qui allait se passer entre les deux personnages principaux, il y aurait des intrigues annexes qui pourraient nourrir et relancer l'intérêt du spectateur. C'était assez évident dès le départ que ça allait cartonner. Enfin, bon, pour moi, c'était clair. C'était clair. C'était parti pour nous. Je me doutais, oui, parce que ça faisait longtemps qu'on avait fait ça, parce que moi, en plus, doubler les experts depuis un certain temps. Le nombre de fois on s'est endormi sur le plateau quand même, parce qu'en plus avec le banc noir, machin, etc. Avec Caruso, avec David Caruso qui est autour de désintoxication en permanence, à qui on donnait de moins en moins de texte, et puis le pauvre Bernard qui était obligé de parler au ralenti, on n'en pouvait plus, on se dit mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Et on ne voyait que ça, que des experts, des sous-experts, et tout, des machins. Et tout d'un coup, c'est arrivé, un vent de fraîcheur. La peur qu'on a eue sur la durée de Castle, ça a été, tiens, si c'est comme pour Claire Lune, c'est Claire Lune, c'est qu'à partir du moment où ils ont fait coucher ensemble Bruce Willis et Cybill Shepherd, la série a perdu son intérêt et elle s'est arrêtée très vite, je crois. Et dans Castle, ça a été pourvu qu'ils ne les fassent pas coucher. Donc c'est vrai que quand on a vu la fin de la 4e saison arriver qui couche, on a dit oh, allez, il y a encore une saison. Et en fait, ils ont su rebondir. J'ai eu toute l'évolution des personnages par rapport à ça, et c'est vrai que ça continue encore à cartonner, alors qu'effectivement, il y a eu cette... Pour l'instant. Oui, mais c'est parce que les scénaristes ont compris ça. Ils ont 4 ans justement à les mettre ensemble parce qu'ils savaient qu'ils allaient devoir s'attendre à une baisse d'audience si jamais la maison se mettait en une place. À ce moment-là, on allait radoter sur les jeux thèmes, etc. On avait vu ça dans Oxybar, on avait vu ça dans Perdu, etc. Et ils ont compris ça, c'est la raison pour laquelle il faut étirer le truc au maximum dans 4 ans et faire tout tourner autour, on n'a jamais eu ensemble. Pas de ça, on s'est mis à avoir une quête qui. Oui, bon, on est ensemble, mais tu comprends, ma mère, je supporte vraiment un petit peu de relation. Du coup, ils ont continué à tirer un peu aussi. Ouais, mais à chaque fois, ça a d'autres fils rouges. Alors finalement, ça tient sur autre chose. Et puis le fait aussi qu'il n'y ait pas que, il y a Esposito, il y a Ryan, il y a la mère, il y a Alexis, voilà, il y a la vie, sa vie privée. Mais le fait qu'effectivement, ça. Voilà, qui les autres, ils sont là aussi pour prendre le relais, si ça s'essouffle un peu, donc ça c'est pas mal. Et puis il y a des fois aussi des intrigues toutes bêtes quand ils se mettent à faire des trucs drôles, ou comme le tournage dans le tournage, ou faire des pastiches, oui, c'est... Ils radotent énormément sur certaines choses, ils prolongent aussi l'attente de certaines choses. Je peux parler du mariage, parce que entre guillemets, les fiançailles ont été vues en France. Ça aussi, ils l'étirent aussi au maximum, hein, parce qu'ils se disent qu'à partir du moment où ils vont les marier, aussi, on va passer un cap. Ouais, bien sûr, tout à fait. Puis on va être ensemble aussi, un jour, peut-être. Ça va arriver par la fille, On arrête la fermeté, mais pas possible. Et il va y avoir des passes sur mal. Voilà. On va dire qu'on a de supplémentaires à avoir un enfant, mais on sait que les scénaristes le savent, et donc ils étirent le truc au maximum. Oui, il faudrait pas dire. Manifestement, de sources a priori bien informées, ça devrait durer encore quelques temps. Mais pas trop quand même, parce que les 3 derniers épisodes, c'est trop étiré. Certaines séries, effectivement. Oui. Moi j'ai un exemple typique, je vais
cas Air Pardon, c'est Bones, par exemple. Donc, à partir du moment où les personnages ont compris, pour moi, la série, elle a grandement dégringolé, parce que justement, vous n'avez pas su bien gérer toute la partie, et qu'ils en faisaient soit un peu trop, soit que ça faisait trop artificiel. Alors que parallèlement, en fait, ça arrive à peu près en même temps que Castle, parallèlement au suivant Castle, on s'apercevait qu'il y avait un vrai travail d'écriture sur le foot, et qu'on savait où ils allaient par rapport au personnage, que c'était pas du tout partout. Ça, c'est une réalité. Si je peux me permettre une petite réflexion personnelle pour Bones, je me demande si les scénaristes sont heureux en ménage. C'est pas possible. Et justement, à propos de mariage, est-ce que pour vous c'est un avantage d'avoir cette complicité à la vie pour jouer le personnage? C'était en plus le vœu de la directrice de plateau. Elle n'a fait passer des essais quand elle a dit l'étendue du truc, il vaudrait mieux que ce soit un couple, enfin qu'il y ait une vraie complicité parce que sinon on va s'embêter. Donc voilà, elle a fait passer des essais qu'elle pour avoir cette espèce d'immédiateté. C'est un couple qui a été choisi, tout aussi bien ça aurait pu être l'homme d'un couple avec la femme d'un couple. Mais en l'occurrence, ils ont voulu un couple pour ce sous-texte érotique. Je pense que oui, c'est pour la partie ping-pong, oui, l'espèce d'immédiateté, familiarité. Si on se connaît bien, on peut le répercuter. Oui. Voilà. Si on se connaît bien déjà dans la vie, on peut le répercuter. Ouais. Voilà. Oui, il y a quelque chose comme ça. Et puis il y a vraiment ce ping-pong qui est important. Oui, et puis moi je sais que ça n'a strictement rien à voir avec la qualité de partenaire comédien. Il y a des comédiens et des comédiennes avec qui j'apprécie plus ou moins d'enregistrer. Il y en a qui m'intimident. Au bout de la couche, je suis à 30% de mes capacités à côté de tel comédien, de telle comédienne, où je suis pas au top, Donc au moins, voilà, elle savait que l'un à côté de l'autre, on allait être je crois, au mieux de ce qu'on sait faire. Oui, je pense que c'est ça. C'est pas qui est piège. C'est évident. C'est vrai que les parties de ping-pong, on parlait du ping-pong, les parties de ping-pong et le sous-texte érotique, c'est vrai que, voilà, avec une comédienne avec qui on arrive smack à la machine à café le matin et puis on va enregistrer ensemble toute la journée, c'est différent, quoi. Je pense qu'ils ont on fait, on est comédien, on fait, avec les Je pense qu'ils ont pris aussi un couple qui s'entendent bien, tant qu'à fait. Oui. Pas qu'ils se... Il y a une alchimie tellement intense entre la façon dont on jouait justement les deux acteurs. On n'avait pas ressenti ça avant. On de jouer. Ouais. On de jouer. Et donc du coup, Si nous n'avions pas ressenti ensuite au niveau du doublage, ça va certainement. ouais, c'est sûr. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je ne pense pas qu'il soit toujours dans l'harmonie la plus totale. Les tournages vont être tellement intenses, à mon avis, que c'est pas forcément évident. Je sais qu'on pourra savoir qu'il y a pas une brouille, mais une petite tension au début de la 6e saison, parce que Nathan Fillion jugeait que la série était un peu trop axée sur Beckett, et que la série s'appelait Castle et pas Beckett. C'est vrai que le personnage de Beckett a beaucoup plus évolué que le personnage de Wilson. Oui. On l'a sorti, il arrive tout coincé, Pour moi, il est le paniqué, c'est c'est vrai. Donc on attendrait quand même qu'il y ait aussi un peu une évolution du personnage de Castle. Alors comment peut-il évoluer? Est-ce qu'il veut devenir plus sérieux? Il ne faudrait pas en mettre. Ce serait dommage. J'ai bien entendu les enfants à ce moment-là. J'adore, je trouve des grands gamins passages. Mais il n'y a pas des choses qui me choquent par exemple, j'entends une scène en particulier quand il fait dormir son ex-femme chez lui. Là, c'est ahurissant. Ça fait partie de sa nature. Ah non, Il a un courage, attention. Je joue toujours des scènes à la Pas chose. 50 mètres carrés, il a un très très grand. il met quand même. Après, Et on on l'a a en pris les sens champs pas. à New York et pris les loyers. C'est vrai qu'il s'écrase beaucoup devant les roues. Voilà, c'est c'est vrai. Moi, je fais toujours des rôles de mecs qui sont super maladroits dans leurs histoires, dans l'histoire d'amour. Quand il joue au poker avec ses potes, c'est l'histoire d'amour. Je
sais que quand mon personnage est mort dans Six Feet Under, quand on mourait, on revenait, mais quand Peter Krause meurt dans Six Feet Under, donc à la moitié de la dernière saison, ou je crois le 9e épisode de la dernière saison, tout le monde a dit « Ah, de toute façon, ça va lui faire du bien parce qu'il est con, ce mec. » Je l'aimais bien, mon personnage. Il était pénible. Ah, mais non, il était connerie sur connerie, lui, avec les gonzesses, c'est sûr. Si c'est en aparté, vous disiez que vous aimiez la langue française, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'avoir fait écrire des livres par Castle en français? Enfin, en américain. Ah bah moi j'aime, enfin j'ai pas lu les bouquins en question, mais je trouve que l'idée est bonne, le fait de faire écrire des livres réels par un personnage de fiction, par qui sont-ils écrits vraiment, tu vois. C'est bien, ça jamais me C'est, je faut jamais révéler les trouve que ça donne une authenticité, ça donne une authenticité, une épaisseur à la série. Oui, c'est sûr, il y a un bout de plusieurs. Il y en a au moins un décrit par comédie. En fait, chaque année, pour chaque saison Castle, on a au moins un livre, et quand les Gatsby ont commencé à être rédigés, ça fait du coup 2 livres qui sortaient dans l'année. Ah oui. Et ils suivent vraiment une saison, un livre. Chaque année, ça ne va pas, et du coup, ça fait des années que nous, les fans, on se pose la question de savoir lequel a été choisi, ou lesquels ont été choisis pour scénariser justement les ouvrages, parce que non seulement les clins d'œil sont là, on a beaucoup de références à des passages bien précis dans les épisodes un peu dispatchés à droite à gauche. Dans le cas d'Emily et de J.Sambo, on retrouve totalement la psychologie des personnages de la série. Donc ce sont forcément des scénaristes qui connaissent par cœur la série et la personnalité des personnages. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc c'est pas un machin truc qu'on a appelé le saveur. Mais moi je trouve ça bien, je trouve que ça donne vraiment une comme si c'était du réel. C'est important de complément, intéressant. Ouais. J'ai pas connaissance que ça a été fait pour d'autres séries, ça. Non. Parce que c'est assez souvent quand même vous parliez tout à l'heure de les Olivier. Twin Peaks, il y a eu quelque chose d'assez similaire, parce qu'en fait, il y a eu 2 livres qui sont sortis après la série. Il y a eu le journal de Laura Palmer, qui a été adapté, et il y a eu la retranscription des cassettes de Vlad, auquel parlait le personnage principal. Donc, je crois que c'est la seule chose, effectivement, dont on peut rapprocher. Parce que parfois, les livres sont énormément différents de la série. Les caractères des personnages sont différents. Ils sont beaucoup plus lourds dans les livres. Oui, ils font vraiment que c'était Richard Castle qui est. Voilà, oui. Prisonnier X, c'est pas du tout l'histoire qu'on voit à l'écran. C'est ça, oui. Mais ils ont changé beaucoup de choses à l'écran. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à Castle, par rapport au métier de comédien de doublage Moi aussi, je voulais savoir. Vous avez déjà rencontré des personnages qui jouent Castle? Non. Non. Anne a rencontré sa comédienne, enfin on a rencontré des comédiens qu'on double. Moi j'ai rencontré la comédienne qui s'appelle Eva Larue et qui joue Natalia Boavista dans Les Experts Miami. Voilà, je l'ai rencontrée. J'ai voulu faire un truc pour un journal télé. Voilà, en fait j'ai eu l'interviewé. On s'est donné rendez-vous au Ritz, ça. Oh, elle s'était faite belle. Et elle a pensé quoi de sa voix française? Elle a trouvé ça so sexy. Elle est adorable. Elle est en train de bon pas de tout, elle est nature. C'est génial de rencontrer avec Stana. Avec Stana, ça serait pas mal. Peut-être, oui, je sais pas, mais ça peut-être. C'est un petit peu compliqué, ça a failli se faire, mais je crois qu'il y a des fans de Stalactites qui ont essayé de la faire venir dans le Nord. Et puis, ça s'est pas fait au bout du compte. Il faut savoir qu'il y a une convention Castle qui est prévue l'année prochaine à Berlin. Oui. 5, 6 et 7 juin à Berlin. Pour l'instant, il y a John Huertas qui vient. Je me fais annoncer. Mais Stalactites, je suis pas sûre parce que c'est pas trop son truc, convention. Nathan Fillion, son
trouvais qu'il est un petit peu cher. Ouais. Non, puis la façon dont la convention a été organisée, ça me disait trop rien. Je pense que là, ça faisait un peu, on prend la comédie de doublage, puis elle fera jusqu'où pendant que les autres prennent des photos avec Stanley Kaltitz, signent des autographes et tout ça, et ça, j'aime pas ça. Voilà. Et puis après, j'ai découvert des choses, et effectivement, c'était fait dans un très mauvais esprit. Donc, voilà. Donc, moi, je m'en fiche, je n'ai pas vraiment envie de la rencontrer plus que ça. C'est une super comédienne. Parce que j'ai pas envie d'entendre les comparaisons. Genre, ah bah oui, vraiment pas aussi, machin, etc. C'est un peu l'esprit français, ça. Tout ça, j'aime pas. Si je pouvais éviter, j'aimerais autant. Moi, pour la tête de Jean, il est beaucoup plus mince que vous. Voilà. Et puis je sais pas ce qu'on va se dire après tout, hein, j'en sais rien. Il y en a une que j'aurais vraiment rencontrée, c'est Rachel Dreyfus, ça c'est sûr, celle qui jouait dans Société de. Parce que je crois que là on aurait joué, vraiment, je crois qu'on a pas mal de choses, qu'elle partage une vision de la vie qui me plaît bien. Et moi pareil, pour Peter Pan, j'aurais adoré voir. Ouais. Moi j'ai rencontré Michel Collins, le comédien, depuis très longtemps, que j'ai commencé dans le 24. Supernatural, je ne sais pas si c'est Supernatural, quelques téléfilms, quelques apparitions en Hitler, etc. On s'est rencontrés une fois dans une convention Supernatural, on était là, pareil. On a parlé pendant un quart d'heure avec lui, c'était chouette. Et puis on était allé au théâtre, on était à Londres il y a quelques années, et on avait vu, dès qu'on était arrivé à la gare à Londres, on avait vu des affiches de La chasse un peu brûlante et Tennessee Williams qui jouait à ce moment-là à Londres, avec Brendan Fraser qui jouait le rôle principal, et Frances O'Connor. Et moi je voulais Brendan Fraser, donc ça me faisait bien d'aller voir jouer au théâtre, donc on y est allé. Et ce qui est drôle, c'est que donc il y avait Frances O'Connor qui jouait le rôle créé par Elizabeth Taylor dans la pièce, et Anne devait doubler Frances O'Connor un an plus tard, dans un film. C'était assez rigolo. Voilà, je lui ai fait passer un petit mot. Les comédiens, quand ils jouent au théâtre à Londres, ils s'engouffrent dans des limousines, encore tout habillés, maquillés, ils se démaquillent. Ils vont se reposer en fait. Il y a des applaudissements, mais ils ne réapparaissent pas, ils disparaissent à toute vitesse. C'est assez étonnant. Donc je lui ai passé un petit mot le lendemain, et sa voix française, et que j'ai beaucoup de bonheur à voir. Ça m'a fait plaisir. J'ai une petite question. Je sais que vous avez fait aussi du doublage pour le jeu vidéo. Ouais. Je voulais savoir si vous l'appréhendiez de la même manière que le doublage pour une série, ou comment vous travailliez ce côté jeu vidéo. Ouais, la technique est très différente. Alors de plus en plus en jeu vidéo, parce qu'ils maintenant ils commencent à y avoir un peu plus de moyens, il y a des séances d'enregistrement de jeux vidéo qu'on aborde un peu comme du doublage. Par exemple, j'ai fait l'an dernier BioShock Infinity. Et là, on a travaillé sur certaines scènes, déjà avec partenaires, avec Kelly Marot qui faisait l'héroïne, avec de l'image et une bande avec nous. Mais pour certaines scènes seulement. On est revenus séparément, Kelly de son côté et moi du mien, pour faire ce qu'on appelle, on enregistrait par fichier. C'est particulier, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément. On ne sait pas forcément à quoi on répond, on ne sait pas forcément à qui on parle, on ne sait pas forcément à qui on pose la question. Voilà, donc on a des fichiers Excel sous les yeux avec des ondes sonores de l'anglais, et il faut qu'on suive au maximum les ondes sonores en français, avec des choses qui sont extrêmement synchrones, donc il faut être vraiment au quart de seconde près, il faut être dans le truc avec des pics, voilà. Et puis il y a des moments, quand c'est du off, on a droit à plus ou moins 10% de longueur par rapport au fichier anglais. Enfin, c'est très particulier. J'ai pas un plaisir fou à en faire, sauf quand il y a vraiment des choses à jouer. Là, je viens de faire un jeu que je ne conseille pas, parce que ça a l'air d'être interdit de 18 ans, ça a l'air extrêmement violent, ça s'appelle Far Cry. Je fais le méchant de Far Cry 4. Mais étrangement, alors que ça a l'air absolument infâme au niveau violent, le personnage était j'ai eu un vrai pied à jouer ça. J'ai encore fait une séance là, il y a 3 jours là-dessus pour des DNC, des fichiers
Et voilà, c'est particulier. Alors, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. C'est vrai qu'il faut, c'est pareil, alors là c'est la même chose, il faut aussi imaginer qu'on comprend ce qu'on joue parce que... le plaisir, il peut être là, il peut être toujours dans le challenge de... Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement les fichiers sont complètement séparés, c'est complètement sorti du contexte, mais il faut jouer la situation. Avec, quand on a vraiment de la chance, les concepteurs du jeu sont là pour enregistrer le droit Warcraft, et l'équipe était là. Donc ils pouvaient vraiment, puis c'est vraiment des gamers, alors donc attention, ils sont hyper précis, c'est génial. Et puis c'est leur joujou, je sais qu'ils sont très, sur ce jeu-là, je sais qu'ils sont très regardants de la qualité. Ils étaient. Bien sûr, parce que maintenant, le parti, je pense que là, oui. c'est plus le cas. C'est moins en compétition mondiale. C'est avec League of Legends, c'est plus grand. Bah ouais, parce que j'ai fait LOL et j'ai fait WoW, donc... Je suis dans la communauté des gamers. Mais c'est vrai que je me souviens quand on a enregistré World of Warcraft, vraiment l'équipe était là, c'était d'une précision incroyable, et du coup là on se sent vraiment bien, on sent qu'il y a quelque chose de bien à faire, on comprend pas ce qu'on fait. Et quand j'ai fait du League of Legends, l'équipe n'était pas là, mais par contre effectivement on a mis tout notre petit cœur à faire ça bien quand même. Et c'est en allant sur internet que on comprend ce qu'on fait. Parce que finalement c'est les joueurs qui reconstituent l'historique du personnage. Moi je fais Taragoza et Lissandra dans Lissandra dans LoL et Taragoza dans World of Warcraft. Pour moi, c'était pas grand-chose. Et puis là, tout d'un coup, on s'aperçoit que le personnage a une histoire. Que, en fait, il est vachement important dans le jeu parce que si tes copains avec Taragoza, elle a filé le bâton et puis tu pourras débloquer le machin. Si tu casses la gueule à Lissandra, c'est vachement bien. Voilà. On comprend en fait que finalement, on doute des personnages sympas. Voilà, mais c'est vrai que quand on le fait, on est un peu... on joue à l'aveugle, mais c'est ça. Moi, j'aime bien. C'est vrai qu'il y a le jeu vidéo, là, c'est en pleine expansion, et c'est vrai qu'il faut des choses de plus en plus abouties au niveau technique, au niveau visuel, enfin, c'est dément. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un moment, c'était les versions françaises un peu sous-estimées. Bon voilà, ça délivrer une version française, mais allez, on faisait ça à la vie, il ne faut pas que ça coûte cher, voilà. Alors que maintenant, on vous met vraiment beaucoup plus qu'avant en situation de faire du bon travail. On vous montre des images avant, on vous montre. Moi je sais que sur BioShock, on m'a montré des tas de scènes avant pour me montrer le côté un peu steampunk de la chose, quoi. Sur Infamous, pareil. Je sais pas, sur BioShock, est-ce que tu as une histoire parce que, oui, on nous l'a raconté. Une évolution, oui. une cross-navigation à la fin par rapport au personnage principal. Sans connaître l'histoire, c'est quand même difficile d'aborder certaines scènes qui se passent au début. On a dit, mais on n'a pas commencé à pro le support de une scène comme ça prise dans une chronologie. Ah oui, sur The Crew aussi, on a raconté l'histoire, c'est un jeu qui va sortir qui s'appelle The Crew, c'est pareil. On voit les images avant, on raconte l'histoire, on voit vraiment ce qui va se passer. Alors que sur Go et LOL, tu joues ça. C'est pas la même chose. Mais bon, c'est rigolo en même temps de découvrir l'histoire après qu'on sait. Dès qu'on est un peu curieux, on est sur internet, il y a plein de choses qui sortent, on a des tonnes d'images, et puis parfois il ne suffit pas grand chose. Enfin, je crois que c'est sur Assassin's Creed, j'ai fait un personnage dessus et on m'a montré un dessin qui était encore à l'état d'ébauche de mon personnage, c'était le style lié dans Game of Thrones. Donc, ok, ça me parle. Voilà, je lui tiens sa voix. Je vais vous poser une dernière question avant qu'on clôture, parce qu'après, il va falloir retourner en salle. Justement, on parlait de Game of Thrones, c'est à propos du personnage d'Arya. Voilà, parce que, en fait, alors, c'est ni elle ni moi. En fait, c'est un peu un mélange des deux. En fait, c'est votre fille Ali, Arya Stark, dans Game of Thrones. Alors, est-ce que pour vous, elle a voulu suivre votre voie, ça a été un concours de circonstances, est-ce que vous l'encouragez? Non, on l'a pas spécialement encouragé, c'est vraiment une envie de sa part. À un moment, enfin, il y a toujours, que ce soit pour nos deux filles, que ce soit pour Alice la grande ou Jeanne la cadette, il y a un moment, c'est évident que les directeurs de plateau vont
dès qu'ils ont un enfant à distribuer, vont évidemment, par la logique même, penser aux enfants qu'ils ont vu naître dans la confrérie des comédiens, quoi, évidemment, dans la sphère. Donc évidemment, nous, ils ont vu Alice naître, et puis un jour, Alice, elle a eu 5 ans et demi, 6 ans, elle commençait à savoir lire. Au début, de toute façon, ils ne disent pas la bande réponse, parce que c'était écrit à la main, et voilà, ils ne lisaient pas encore les liés. Et elle a commencé sur Medium, elle a fait la petite joue dans Medium pendant des années. Et puis, quand elle est la petite sœur qui est née quelques années plus tard, tout naturellement, ça a été sa vraie petite sœur dans la vie qui a pris voilà. Et puis, si ça ne leur avait pas plu, c'est évident qu'on va arrêter. Moi, j'ai eu des gamins, j'ai bossé côte à côte comédien avec des gamins manifestement, ça faisait pas du tout plaisir d'être là. C'est évident qu'ils n'ont pas continué après. Ou des fois, ils aiment bosser quand ils sont mômes, et notamment pour les petits garçons qui muent vers 14 ans, il y a un truc qui s'arrête net à un moment. On a le cas du petit Tom, Tom qui a été un petit garçon qui a travaillé, Tom Trouffier, il bossait mais comme un furieux de 6 à 13 ans, et puis depuis... Mais si, peut-être qu'il bosse, on ne le sait pas, il fait des aides, très certainement. Oui, non, je crois que j'ai eu un appel de sa part, il ne bosse pas forcément. Ah oui, il bosse pas. Le petit Léo, Caruso, il ne bosse plus du tout, par exemple, alors qu'il a bossé aussi comme un furieux. Enfin, voilà, il y a un truc qui peut s'arrêter net. Mais par exemple, moi j'ai eu un môme, Léopold, un petit gamin que j'avais eu enfant sur une chose que j'avais dirigée il y a 7-8 ans. Et c'était un petit garçon, donc il n'est pas encore muet. Et puis un jour, je reçois un appel sur le répondeur, et j'entends la voix du père de Léopold qui me dit bonjour Guillaume, c'est papa de Léopold à l'appareil, vous étiez vu il y a quelque temps. Écoutez, je vais vous dire que la voix de Léopold avait légèrement changé. Écoutez, je vous passe. Ouais, salut Guillaume. Écoute, je voulais dire que j'avais un petit peu mué là. Voilà, c'est le sketch de lycée Moule. Voilà, et donc en ce qui concerne Alice, donc notre fille aînée, oui, ça leur a plu toutes les deux, donc elles ont continué, elles sont même plutôt en demande. Là, Alice, elle fait 2 séries, elle fait donc Game of Thrones et une série Disney avec Jessie, mais là, elle a 15 ans, elle va avoir 16 ans en février, et là, elle trouve qu'elle ne bosse pas assez. D'abord, Game of Thrones, on a terminé la 4e saison, et la 5e, on ne sera pas là pour un printemps. Jessie, elle en fait, mais pas énormément en ce moment. Mais parce qu'il y a des déclarations qui sont à faire pour les mômes, des déclarations d'âge, des autorisations parentales et tout, jusqu'à 16 ans. Et donc, à l'heure actuelle, ils se disent, tiens, qu'est-ce que nous pourrons payer? Tiens, si on prenait Alice en ça, ah bah non, elle a encore 15 ans, on fait une déclaration. À 3 mois près, on va prendre une gamine qui a plus de 16 ans, comme ça, on n'a pas de déclaration à faire. Voilà. Donc, quand elle aura 16 ans, on est elle va bien bosser. Mais donc dans Game of Thrones, elle fait bien, je pense que c'est rigolo. Moi, je suis le nier dans Game of Thrones. Sandor Clegane. Et ce qui est drôle, c'est que ça s'est fait de manière un petit peu accidentelle. C'est qu'au départ, moi, je faisais taxi pour Alice. J'emmenais Alice sur le plateau pour qu'elle enregistre Aria. Ça, c'était la première saison. Et qu'un jour, le directeur de plateau me dit ah, j'ai fait une séance de tir au lanterne. Je pense qu'il avait un peu sous-estimé la série, le directeur de plateau. J'ai fait une séance, il n'avait pas lu les bouquins, alors c'est un petit peu important pour Game of de lire les bouquins. J'ai fait une séance de tir au l'ambiance hier, il y a un personnage qui se met un comédien alors qui débute, on a eu du mal, si par hasard le personnage devait devenir important, je serais un peu, ce serait pas terrible, etc. Est-ce que tu me ferais rigoler? Donc je fais le personnage, donc là, rigoler, il y avait très peu de choses. Et puis il est revenu, mais avec Alice, on n'avait jamais de scène ensemble. Sur les 2 premières saisons, on n'avait aucune scène ensemble. Donc moi je l'ai de mon côté, et puis 2 jours après, j'ai emmené Alice pour qu'elle fasse ses scènes. Voilà. Et puis sur la 3e et 4e saison, pour ceux qui ont vu les photos, ils sont tout le temps ensemble. donc là, pour le coup, je passe un coup de fil au directeur de plateau en disant écoute, voilà, Alice et moi, on est libre, le créneau où on est libre ensemble, c'est là. T'as besoin de combien de temps? 2 heures. Enfin, en tout cas, elle adore son personnage. Elle est très très attachée, que je la comprends, parce que qu'est-ce que j'aimerais être à sa place. Et là, je peux vous dire que au dernier enregistrement de cette saison, elle était en pleurs. Voilà. Les enregistrements se terminés et elle est vraiment très très attachée. Comment elles s'organisent les filles justement avec l'école pour avoir le temps? Ils font ça au maximum sur les mercredis après-midi et les samedis. Et puis Alice, elle a été on les emmène en vacances.